Il est pile 14h20, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Voici les titres de l'actualité. Le grand malaise chez les forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, 26 policiers et gendarmes ont mis fin à leur jour. Une cellule d'écoute ainsi qu'un numéro joignable 24 heures sur 24. Christophe Castaner a annoncé des mesures pour aider ces policiers et gendarmes en souffrance. Nous y reviendrons dans un instant. D'où cette question, la police va-t-elle vraiment craquer? C'est le titre d'un documentaire à ne pas manquer ce soir à 21h sur CNews. Le mouvement des Gilets jaunes a-t-il aggravé la situation? Nous en parlerons avec Thomas Raguet, réalisateur de ce documentaire. Deux associations de consommateurs passent à l'attaque contre les prix de l'électricité. Elles menacent de saisir le Conseil d'État. Les tarifs doivent augmenter de 6% cet été. Et puis comme chaque vendredi, nouvel appel à la grève dans les lycées. Rassemblement pour le climat cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Nous retrouverons Samy Sfaxi qui est sur place. Lessivées à bout de nerfs, les forces de l'ordre sont-elles en train de craquer? 26 policiers et gendarmes ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année. Christophe Castaner s'est rendu ce matin à l'hôpital des gardiens de la paix dans le 13e arrondissement de Paris. Le ministre de l'Intérieur estime que ces suicides ne sont pas une fatalité. Détecter, signaler, permettre la prise en charge, c'est la première des nécessités. Un numéro de téléphone dédié, disponible 24 heures sur 24, permettra de signaler les risques et de mettre les personnes en souffrance en relation avec des psychologues. Il existe dans la gendarmerie, il doit être mieux connu encore. Le deuxième pilier de notre action, c'est la prévention. Il convient d'en créer une culture commune. Il convient de faire connaître les risques psychosociaux. Nous devons simplifier les systèmes actuels, les rendre plus accessibles à tous. Et je pense notamment dans la police à la fusion nécessaire du réseau des assistants de prévention et de celui des référents d'accompagnement du personnel. Notre troisième axe, enfin, contre le suicide, c'est d'améliorer le travail au quotidien. Alors le malaise chez les forces de l'ordre, on va en parler avec nos invités. Thomas Raguet, vous êtes le réalisateur du documentaire. La police va-t-elle vraiment craquer? À ne pas manquer ce soir sur CNews à 21h. Et puis Denis Jacob, bienvenue également, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Christophe Castaner, on vient de l'entendre, tente de prendre le problème à bras-le-corps. Il annonce entre autres la création d'une cellule alerte prévention, un numéro de téléphone disponible 24 heures sur 24 afin de mettre en lien les personnes qui seraient en souffrance avec des psychologues. Est-ce que Denis Jacob, ces annonces sont à la hauteur des attentes des policiers, des forces de l'ordre? Alors, les annonces qui sont faites sont des annonces qui vont dans le bon sens, bien évidemment, de lutte préventive contre les suicides, de renforcement des moyens qui existent déjà et peut-être pas suffisamment de médecins, de psychologues, d'assistants sociaux. Pour nous, ça va pas assez loin. C'est clair. Moi, je ne vais pas critiquer les annonces du ministre. Je pense que chaque ministre a annoncé des plans de lutte contre les suicides. Donc, Christophe Castaner annonce des mesures. Moi, il ne m'appartient pas de dire c'est bien, c'est pas bien. On va voir dans le temps ce que ça donne comme effet. Nous, on aurait aimé, bien évidemment, que ça aille beaucoup plus loin. Et je tiens à remercier monsieur qui est sur le plateau parce que son documentaire est criant de vérité. Je ne peux que valider ce qui est retracé dans ce documentaire. Nous, on a des préconisations et des propositions à faire au ministre de l'Intérieur. C'est pour ça qu'on organise un colloque sur les suicides à la Bourse du Travail le 22 mai, en partenariat avec Technologia. Et il y aura différentes professions qui seront présentes, dont un syndicat de journalistes, pour parler des suicides. Nous avons des préconisations, et des préconisations notamment en matière de conditions de travail, qui ne coûtent pas 1 euro au ministère de l'Intérieur et que nous souhaitons voir mise en œuvre. Alors Thomas Raguet, je rappelle que vous êtes donc réalisateur de ce documentaire. La police va-t-elle vraiment craquer? Le thème du suicide, vous l'avez constaté puisque vous avez été au plus près de ces forces de l'ordre pendant 2 mois. Ce thème est récurrent, il revient régulièrement. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. On peut rappeler quelques chiffres. Le suicide dans la police, c'est 30 à 40 suicides par an. Il y a eu des années noires comme 2014, je crois que c'était 55 suicides. Et là, on est le 12 avril, on en est déjà à 26. Donc on voit qu'on se dirige vraiment vers une année très problématique. Ces suicides, ils ont plein de raisons, mais les policiers estiment que c'est lié à leurs conditions de travail, à trop de pression, à un manque de reconnaissance, à une perte de sens de leur mission.
Et certains, parfois, craquent. Alors, le drame, et ce que j'ai recueilli dans les témoignages qui sont documentaires, c'est que beaucoup attendent trop tard, en fait, finalement, avant de tirer la sonnette d'alarme. Certains se retrouvent au Courbat, ce centre, cet établissement de santé dans l'Indre qui accueille beaucoup de policiers. Oui, bien. Mais d'autres, finalement, restent avec leur mal-être, parfois jusqu'au drame. Alors, une année qui s'annonce noire, vous le disiez. Il faut aussi rajouter que ce taux de suicide chez les forces de l'ordre est supérieur de 36% à celui observé dans la population générale. Cette souffrance, vous qui avez vécu donc auprès des forces de l'ordre, elle se caractérise de quelle manière ? Alors souvent, c'est un repli sur soi-même, c'est la prise d'alcool, de médicaments, c'est la peur de parler, parce que dans la police, aller mal, c'est mal vu. Ça ne se fait pas quand on est policier, on est quelqu'un de fort. On n'a pas le droit d'être faible ? Donc on n'a pas le droit d'être faible, donc on doit garder ça pour soi. On se confie difficilement à sa famille parce que ce qu'on vit est parfois pas racontable. Et tout ça alimente le malaise. Alors, il y a pour ces policiers en souffrance que vous avez donc rencontrés la résidence du Courbat dans l'Indre. On va écouter justement le témoignage d'un policier qui a été pris en charge sur place. Franck, major de police depuis 30 ans, l'a vécu. On doit être fort et on doit être capable de gérer les problèmes des autres. Mais quand on n'arrive pas soi-même à gérer ses problèmes, c'est très difficile de gérer les problèmes des autres. J'ai complètement explosé et au point de faire une tentative de suicide. Un soir, j'ai pris des médicaments avec de l'alcool, des antidépresseurs avec de l'alcool. Voilà. Après un an d'arrêt, il est arrivé au Courbat il y a un mois. Voilà, et des témoignages comme celui-ci, il y en a malheureusement plusieurs chez les forces de l'ordre. Oui. Alors j'ai eu des nouvelles de Franck qui a repris une activité, une nouvelle affectation et qui va beaucoup mieux. Donc il a traversé une année difficile, il a passé 2 mois au Courbat et maintenant il est reparti. Donc on peut s'en sortir, on peut se soigner. Alors on est à la veille d'un 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Denis Jacob, ces forces de l'ordre, elles sont sursollicitées depuis le 17 novembre, depuis le début du mouvement. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a clairement aggravé la situation, puisqu'on le rappelle, ce problème de malaise et de suicide n'est pas nouveau dans la police ? Alors non, c'est pas nouveau dans la police, bien évidemment. Malheureusement, et je donnerai une autre année qui est beaucoup plus ancienne, 1996, 71 suicides. Ça a été l'année qui a tout déclenché en prise de conscience dans la police nationale, qui a valu d'ailleurs à l'époque une grande réforme horaire, qui est aujourd'hui remise en cause dans son fonctionnement même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique des horaires est un sujet prégnant. Vous parlez aussi de ces heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées. Il y a les heures supplémentaires, il y a un stock de 25 millions d'heures supplémentaires qui ne sont toujours pas prises en récupération. Chez nous, elles ne sont pas payées. Donc là, il y a des négociations actuellement qui visent à trouver une solution pour les payer. Mais nous avons les outils pour changer les conditions de travail des policiers. On a 2 belles réformes qui ont été signées, validées, votées par les syndicats et le ministère de l'Intérieur en 2016. La première, c'est la réforme territoriale de la sécurité publique qui consiste à fusionner plein de petites unités pour recréer un gros service de police d'urgence qui permettrait d'avoir beaucoup d'effectifs, donc une opérationnalité de travail pour le ministère de l'Intérieur et le service qu'on doit à nos concitoyens, et qui permettrait à la fois de donner plus de temps de repos aux fonctionnaires, puisque là, ils pourraient bénéficier d'une deuxième réforme qui est la réforme dite du cycle fort, qui permet aux policiers d'avoir un week-end sur 2 de repos et 1 jour de semaine sur 2 de repos, ce qui permettrait d'avoir une régularité de repos, de vie de famille, de vie sociale. Et même si aujourd'hui, on va de report en annulation de repos avec malheureusement les manifestations des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, vous le disiez très justement, mais c'est malheureusement plus vieux que cela. Ça date depuis les attentats de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que tout a vraiment été accentué, malheureusement. Avec la menace terroriste. Avec la menace terroriste. Et puis on a enchaîné les événements nationaux, internationaux. Il y a eu l'Euro 2016. Il n'y a pas de répit, en fait. Il n'y a pas de répit. Il y a le G7, il y a eu la Coupe du Monde 2018. On a le 14 juillet, on a le Tour de France. On a eu les manifestations sociales avec les manifestations contre la loi El Khomri. Aujourd'hui, les Gilets jaunes. Donc, on n'a plus de répit. Et on a déjà un cycle très fastidieux, un cycle de travail très fastidieux. Donc, les collègues, ils sont fatigués. Alors, il y en a beaucoup qui sont fatigués physiquement. Et contrairement à ce que disaient certaines autorités du ministère de l'Intérieur, il y en a aussi qui sont fatigués moralement. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est pas tabou. Au contraire, moi, voilà, on a tous connu, policiers,
Bon, moi, j'ai fait une dépression en début de carrière. J'ai été sous traitement médicamenteux pendant 6 mois. J'ai connu 2 suicides dans ma brigade, 2 collègues qui sont suicidés. Parce qu'il y a, au-delà de la surcharge de travail, on a un déracinement et un isolement. On est tous en grande majorité issus de la province. On vient tous de province et on est affecté à Paris pour des années. Et aujourd'hui, quand un jeune signe pour la police nationale... Il est déraciné ? Il est déraciné parce que ceux qui passent le concours pour une affectation en Ile-de-France, ils s'engagent obligatoirement à travailler au moins 8 ans. Sauf que quand il arrive au bout de ces 8 ans, il espère pouvoir repartir, sauf qu'il attend 10, 15, 20 ans avant de pouvoir espérer obtenir une mutation en province, parce qu'il n'y a pas de place dans les commissariats en province. Donc il y a une véritable réforme structurelle et organisationnelle de la police nationale à avoir dans les mois et années à venir, parce que sinon, ce fléau des suicides, il continuera crescendo. Cet épuisement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, dans les témoignages qu'on a recueillis, c'est... un espèce de délitement de la cohésion au sein de la police entre générations, entre anciens et jeunes. Avant, on s'engageait dans la police pour y faire carrière, pour y passer sa vie. Les jeunes qui y rentrent aujourd'hui, finalement, souvent, partent au bout de quelques années. Et il n'y a plus ces moments où on se retrouve au sein du commissariat pour échanger, pour parler au sujet d'une mission qui était difficile, pour faire ce travail d'écoute qui, en fait, permet d'évacuer tout ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout est beaucoup plus... carré, on a des managers, on veut de l'efficacité, et ça se fait au détriment de l'humain. Ouais, c'est un vrai sujet. Il y a eu véritablement un démantèlement de la cohésion et une déshumanisation de la police nationale à la fin des années 90. C'est un problème de management aussi. Oui, parce que si vous voulez, historiquement, il y a une trentaine d'années, quand on avait des commissaires, quand on avait des officiers, ils venaient en grande majorité du terrain. Quand on avait moi j'ai connu un commissaire à mon début de carrière, quand il rentrait dans le commissariat, il arrivait, on disait bonjour patron. Et le mot patron avait toutes ces lettres de noblesse, parce qu'on savait que quand on avait un moment difficile, qu'on allait sur le terrain face à l'adversité, il était avec nous. Il participait. Aujourd'hui, vous n'avez plus des gens de terrain. Vous avez une grande majorité de ceux qui nous commandent qui sont, oui, effectivement, des managers. Et on avait aussi un esprit de cohésion. À l'époque, on avait dans les commissariats des salles de repos avec une cuisine et il y avait des moments de partage entre gradés et gardiens, officiers, commissaires. Il y avait des moments de convivialité. Tout ça fait que ça resserre le lien entre les différents corps. Et aujourd'hui, dans la police nationale, ça n'existe quasiment plus. Il y a quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais que beaucoup de policiers m'ont raconté, c'est qu'à la fin des années 80, début des années 90, on a supprimé les pots de départ au sein des commissariats parce qu'il ne fallait plus d'alcool, surtout pas. C'est vrai. Et on est passé de peut-être quelques excès à plus du tout de pot, plus du tout de cohésion et plus du tout de moments de partage. Et ça a fait des dégâts, en fait. Alors, manque de cohésion, manque de moyens. Et puis, il y a aussi ce rapport aux Français qui est souvent ambivalent, voire hostile. Votre documentaire Thomas Raguet a suivi donc ces forces de l'ordre. On va regarder un extrait du quotidien de ces forces de l'ordre, de ces policiers, quotidien qui se traduit très souvent par des contrôles d'identité. Les policiers français pratiqueraient chaque année 10 à 14 millions de contrôles d'identité. Une estimation car aucun chiffre n'existe, le contrôle d'identité ne laisse pas de traces. Et selon une enquête interne de la police nationale, il serait peu efficace. C'est 4 à 5, voire 7% de révélation d'infraction. Dans ces 5%, il y aurait également comptabilisé les outrages et les rébellions. C'est-à-dire que le contrôle d'identité, qui est illégal, génère lui-même l'infraction d'outrage et rébellion. Voilà, on voit Thomas Raguet, vous n'hésitez pas à parler de haine anti-flic. Est-ce que le rapport entre la police et les Français a changé depuis les attentats de Charlie ? Il y a plusieurs haines. Il y a une haine politique, il y a un fondement de militants qui sont clairement anti-flics, et ça date pas d'hier, on peut remonter jusqu'aux années 30. Et ils se manifestent au sein des manifestations, on l'a vu récemment, mais déjà en 2016, au moment de la loi travail. Et puis il y a une haine anti-flic dans certains quartiers, où la présence policière est insupportable et où la police devient une cible, on l'a vu avec... Et puis il y a aussi ces zones de non-droit où les policiers ne peuvent pas pénétrer. Où parfois il arrive qu'elles soient même victimes ou qu'il y ait des guet-apens spécialement pour s'en prendre à elles. Comment vous la ressentez, cette défiance, Denis Jacob ? Je crois que monsieur l'a très bien résumé. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème de police. Le souci aujourd'hui, c'est que cette violence que l'on a, qui n'est pas nouvelle,
contre la police. Le reportage le montre d'ailleurs historiquement très bien. Mais cette violence aujourd'hui, elle se justifie par la volonté de tuer du flic. Aujourd'hui, on est monté d'un cran, mais jamais atteint dans la violence. Mais ce n'est pas un problème de police. En fait, quand on intervient dans des quartiers difficiles, ce sont des quartiers dont la population se sent complètement exclue de la société. Et on est la représentation de l'État. Et on n'est plus que cette seule représentation de l'État, parce que dans ces quartiers-là, il n'y a plus aucun service public. Et que quand on y intervient, eh bien, on y intervient comme étant le symbole de l'État, donc on s'en prend à nous. Et puis, bien évidemment, on déstabilise des réseaux qui se sont installés, par lesquels une grande majorité de la population vit dans ces quartiers, parce qu'elle ne peut pas vivre autrement. On a retiré le social, on a retiré l'économique, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Avant, on avait des animateurs, des éducateurs sociaux qui pouvaient les prendre en charge. Tout ça, on l'a supprimé. L'État s'est désengagé. Vous n'avez plus de postes, vous n'avez plus de trésorerie publique, enfin, vous n'avez plus de services publics présents. Et donc, vous avez ces quartiers qui se referment sur eux-mêmes, avec quelques individus qui phagocytent ces quartiers-là. Et puis, c'est leur loi à eux, ce n'est plus la loi de l'État. Et donc, quand on y va, eh bien, forcément, on se fait attaquer. Alors, et la police, de son côté, elle, s'équipe de plus en plus, s'arme de flashballs, de lanceurs de balles de défense, etc. Et on sent depuis les 10-15 dernières années un raidissement des positions et vers toujours plus de violence, finalement. Si on veut régler ce problème, on ne le réglera pas que par la police. C'est comme les manifestations des Gilets jaunes. J'ai déjà dit sur votre plateau, c'est pas la police qui va porter une réponse au problème des Gilets jaunes. Eh bien, les cités, c'est pareil. Les quartiers difficiles, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un réinvestissement de politique sociale, de politique économique, de politique de la ville, qu'on éradique les noyaux durs de délinquance. Et une fois qu'on aura réinstauré tout ça, on pourra y implanter de manière pérenne une police plus préventive. Aujourd'hui, on n'y est que pour faire des actes de répression, parce qu'on est confronté à de la délinquance, et on n'y va plus que pour ça. Donc la police du quotidien qui a été mise en place, finalement, elle est inefficace selon vous ? Écoutez, moi j'en entends beaucoup parler, j'en vois peu d'effets pour le moment. Alors, la loi anti-casseurs, qui a été très controversée, a été promulguée hier. Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Elle permet davantage de sécurité, davantage de répression, notamment lors des manifestations qui peuvent dériver vers les violences. Qu'en pensez-vous ? Alors, nous, on l'a soutenue. Ça vous rassure ? Enfin, moi, mon syndicat, Alternative Police CFDT, on a soutenu cette loi. Mais pas pour faire de la répression. Cette loi, pour nous, c'est un outil préventif à toute violence, à toute émeute, à toute guérilla urbaine, au moment même des manifestations, puisque cette loi, elle nous permet en amont de pouvoir traiter la problématique des casseurs et d'essayer, je dis bien d'essayer parce que la perfection n'existe pas en ce bas monde, mais d'essayer du mieux possible d'exfiltrer les casseurs pour éviter d'avoir le moins de violence possible sur les manifestations. Donc cette loi, pour nous, était une loi de bon sens, mais de manière préventive. On a supprimé l'article 3. Nous, on le déplore parce que ça nous permettait d'avoir un suivi a posteriori et a priori des casseurs qui auraient été initialement fichés dans le fichier des personnes recherchées. L'article 3, l'article phare a été supprimé, mais les périmètres de sécurité sont toujours en vigueur. Donc finalement, oui. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Ça change dans le fait que ça nous évite de travailler de manière plus anticipée aux problèmes que l'on va rencontrer sur la manifestation elle-même. Donc nous, c'est dans ce sens-là qu'on voyait la loi anti-casseurs. Moi, je suis syndicaliste. Je ne vais pas soutenir une loi qui porte atteinte au droit à manifester. Enfin, ça serait complètement incohérent. Pour nous, c'est un outil préventif qui nous paraissait efficace pour éviter d'avoir la casse qu'on a eue, notamment sur les Champs-Élysées. Et je rappelle aussi que le maintien de l'ordre à la française, c'est d'éviter tout dommage humain au risque d'avoir des dommages matériels. C'est le maintien de l'ordre que l'on connaît depuis toujours en France. Aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle forme de manifestation particulièrement violente. Donc, on s'adapte et on modifie le maintien de l'ordre. Merci beaucoup, Denis Jacob. Merci, Thomas Raguet, d'avoir été nos invités. Je rappelle